ce webinar. Tac, tac, voilà, ça monte doucement. Je crois que vous êtes un petit peu plus de 25. Allez, on me dit que je peux attaquer, les retardataires nous rejoindront. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième opus des conférences webinaires du jeudi midi que nous organisons avec SmartPreuve à destination des avocats. Aujourd'hui, on va parler de la façon dont on peut innover autour de la preuve. Alors, innover, mais également et surtout trouver des modèles économiques qui sont viables, qui vont vous permettre de vendre de nouveaux services en tant qu'avocat au sein de votre cabinet. On sait, c'est le nerf de la guerre. Alors, du coup, sans plus attendre, j'avance un petit peu sur ma présentation et avant de commencer, j'en profite, je ne l'ai pas fait la dernière fois, je m'en excuse, je remercie l'ACE qui se fait relais de ce cycle conférence en tant que partenaire. Donc un très grand merci à l'ACE qui s'inscrit vraiment dans cette philosophie aussi d'innovation, d'essayer de repousser les limites de l'exercice de l'avocat, de trouver de nouvelles manières de faire, de se positionner et d'exercer, d'améliorer la façon dont on exerce. Donc un très très grand merci à l'ACE qui se fait relais et qui est partenaire de ce cycle de conférences. On va faire un petit rappel. Comme je vous le disais, c'est un cycle de 3 conférences. La première avait lieu le 23 février. Et le 23 février, on a parlé un petit peu de la blockchain et de la façon dont la blockchain pouvait avoir un impact sur la façon dont on collectait des preuves. On était sur une approche qui était relativement technique, mais j'ai essayé de l'éclairer de la façon la plus pratique possible. Il y aura un rappel de 1 minute chrono sur ce qu'on s'est dit sur ce premier cycle juste après. La deuxième conférence qu'on a fait la semaine dernière, c'est de se dire, OK, on a des nouveaux outils, on a des nouvelles technos qui apparaissent, mais finalement, quel pourrait être l'impact qu'elle va avoir en tant qu'avocat sur la relation que j'ai avec mes clients. Et donc, du coup, la question, c'était de se dire comment je peux adopter ces outils-là pour améliorer la perception que mon client va avoir de moi en tant qu'avocat. Et pareil, je vais vous faire un résumé en 1 minute chrono de ce qu'on a dit là. Et aujourd'hui, on va parler d'innovation. On va se demander comment on peut aller chercher de nouveaux modèles autour de ces outils et conquérir de nouveaux marchés ou étendre des marchés existants grâce à ces nouveaux outils. Évidemment, pendant toute la conférence, vous me posez toutes les questions en direct sur le chat. J'ai plusieurs écrans ouverts, donc je vois toutes les questions que vous me posez et je vais y répondre. Un seul petit bémol, il y a un décalage de 1 minute à peu près entre ce que je suis en train de vous dire maintenant et ce que vous allez entendre. Donc il y a à peu près 1 minute qui se passe. Donc parfois, vous allez me poser une question et je vais mettre 45, 1 minute, 1 minute 30 pour voir le commentaire et vous répondre. Donc il peut y avoir ce léger décalage. Pas de panique, posez-moi toutes les questions. Je vais prendre des points au fur et à mesure, j'ai l'habitude. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Et donc du coup, on est sur le dernier opus. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans l'épisode 1 ? Petit rappel. Dans l'épisode 1, on s'est d'abord posé la question, je me demande si j'ai pas passé une slide en plus là, non, c'est pas grave. On s'est demandé ce qu'était une preuve, et on a fait quelques rappels autour de ce qu'est une preuve et pourquoi une preuve finalement va être plus facilement crédible ou plus facilement former l'intime conviction d'un juge ou pas. Et en fait, quand on parle de preuve, il y a 3 grandes choses qu'on regarde. La première chose, c'est qui collecte la preuve. Donc voilà, c'est l'identité de la personne qui va collecter la preuve. Ça, c'est important parce que ça permet de comprendre les objectifs, les intentions qui vont être derrière la personne qui collecte la preuve. Premier point. Le deuxième point, c'est la sincérité. Est-ce que je suis sûr que le fichier que j'ai en ma possession n'a pas été truqué, n'a pas été biaisé? Donc, quelles sont les garanties autour de la sincérité de la preuve? Est-ce que je peux croire dans le fichier qui m'a été fourni? Et ensuite, le dernier point, c'est l'intégrité. Est-ce que je suis sûr que le fichier que j'ai en ma possession est bien identique à celui qui a été collecté à tel ou tel moment? Donc, c'est la question de l'intégrité. Et en fait, on s'est posé la question de se dire, mais finalement, la blockchain aujourd'hui, à quel niveau elle intervient et dans quelle mesure elle apporte une garantie solide? Et donc, du coup, la conclusion, puisque je vous fais un résumé en 1 minute, allez, 2 minutes, c'est que aujourd'hui, la blockchain vient assurer l'intégrité de la preuve. C'est-à-dire qu'on va garantir l'heurodatage d'un fichier qui aura été ancré sur la blockchain.
c'est très bien, de façon quasi certaine, enfin même certaine, on sait qu'effectivement, quand on a un double du fichier, on peut le remettre dans la blockchain, le comparer, on est sûr que, bah, le fichier en notre possession, s'il est identique, on aura la preuve que il est bien conforme à celui qui avait déposé tel jour, telle heure dans la blockchain. Le problème, c'est que si en amont, on a ancré sur la blockchain un faux, si on ne connaît pas l'identité de la personne qui l'a déposé, bah, potentiellement la preuve ne vaut pas grand-chose. En fait, la conclusion du premier épisode, c'est que la blockchain, c'est formidable pour démontrer un eurodatage, mais que ça a ses limites et que ça ne permet pas de s'assurer que le fichier qu'on a en notre possession ou qu'on veut faire valoir est bien un fichier qui n'a pas été falsifié en amont. Donc en fait, il y a tout un enjeu autour de la sincérité et de l'identité de la personne qui dépose. Et donc du coup, aujourd'hui, bah, toutes les preuves n'ont pas... principe, la preuve est libre, d'accord? Je vous apprends rien là-dessus, que ce soit en droit pénal, civil, commercial. Mais évidemment, toutes les preuves ne vont pas se valoir. C'est-à-dire que vous allez avoir des actes authentiques ou des constats d'huissier qui ont une force probante. Quand je dis force probante, c'est qu'en fait, ça va s'imposer à un magistrat. Euh, qui a ses avantages, ses inconvénients. Les avantages, c'est qu'évidemment, c'est le Graal. C'est ce que tout le monde voudrait avoir parce que bah, on va pouvoir être beaucoup plus fort dans un contentieux et surtout, on va faire en sorte que cette preuve s'impose au juge. Donc, on n'a pas ce doute sur est-ce que ma preuve va être retenue ou pas. Mais les inconvénients, bah, c'est que le coût n'est pas neutre. Hein, un constat d'huissier, c'est pas neutre en termes de coût. On peut avoir des difficultés à trouver un professionnel, notamment lorsqu'on veut aller très très vite. Par exemple, c'est une situation éphémère qu'on aimerait démontrer, un fait juridique qui est éphémère, qui va très vite, bah, pas certain de trouver un huissier dans les 10 minutes qui viennent chez vous pour se déplacer sur site et faire un constat et ainsi de suite. Donc le constat d'huissier est très très bien quand on part vraiment sur du contentieux et quand on veut se constituer une preuve qui va s'imposer au juge. Mais il y a plein de situations dans le quotidien pour lequel, et ça vous connaissez ça par cœur si vous êtes avocat et que vous faites du contentieux, c'est des situations finalement dans lesquelles aujourd'hui la valeur probante va être discutable. Ça va être des témoignages, ça va être des photos qui vont être apportées dans un dossier mais qui ne sont pas forcément datées, qui ne sont pas forcément géolocalisées. Et donc du coup, on risque de se heurter sur un débat parole contre parole avec des pièces qui vont être ajoutées et discutées, discutables, ce qui fait perdre du temps à vous en tant qu'avocat dans vos conclusions et également au magistrat quand il doit étudier le dossier. Donc l'idée ici, c'est de se dire, grâce aux nouveaux outils, on arrive à pouvoir collecter des preuves qui vont avoir une force probante, enfin une valeur pardon, probante, qui va être relativement sérieuse, en tout cas beaucoup plus sérieuse que toutes les preuves avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Et là, pour le coup, il va y avoir un combo de technos qui vont permettre de s'assurer de la sincérité du fichier qui est collecté. Par exemple, vous allez prendre une photo par l'intermédiaire d'une web application et cette web application va pas tolérer qu'une photo soit importée de l'extérieur. Donc, on va être certain que le fichier est collecté par l'intermédiaire de la web application à telle heure avec telle géolocalisation. Donc, du coup, et tout va être ancré sur la blockchain. Donc, vous allez avoir des caractéristiques probantes plus sérieuses qui vont plus facilement emporter l'intime conviction d'un juge. Ces outils-là, bien sûr, il faut les faire connaître du grand public. C'est aussi l'objectif de ce webinaire, parce que je suis le fondateur d'une de ces solutions. Et je vais vous en dire un mot juste après. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire comment on peut s'emparer de cette brique intermédiaire, comment on peut faire en sorte de renforcer les différentes preuves qui vont être collectées. Alors, on avance un petit peu. Donc, je vous le disais, voilà, je suis fondateur de SmartPreuve. SmartPreuve, c'est quoi? C'est une solution qui va justement permettre ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir, en tant que justiciable, vous créer un compte, collecter une preuve par l'intermédiaire de la web application et le cas échéant, vous allez pouvoir obtenir une attestation d'huissier. Alors, je vais vous faire une petite démo. Hop là, il faut juste que je partage un autre écran. Hop là, tac, 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 tac. Ouais, c'est ça. Normalement, voilà. Là, vous devez voir mon écran. OK. Donc, comment ça marche? Et je vous fais une démo tout de suite. C'est important pour la suite, notamment sur la façon dont on va pouvoir innover. Donc, vous avez créé un compte sur SmartPreuve, d'accord? Donc, vous avez été sur smartpreuve.com, inscription de compte. Attention, c'est une web application qu'elle ne se télécharge pas sur les stores. Et vous allez créditer votre compte, donc vous allez acheter quelques crédits. Un crédit coûte moins de 10 € TTC, c'est dégressif suivant le volume que vous achetez. Et voilà. Et donc, vous allez pouvoir faire une nouvelle demande. Et là, on va vous dire, est-ce que vous voulez faire déposer une photo, une vidéo, ou, le cas échéant, même obtenir un constat d'huissier. On va faire ici une photo. Vous allez activer la géolocalisation. Donc, ça peut prendre quelques secondes. Voilà, je suis bien avenue de Verdun. Je confirme, j'active la caméra.
et je vais pouvoir prendre mes différents fichiers. Alors, ici, je le fais depuis un ordinateur, donc j'ai pas de, j'ai qu'un seul mode de prise de photo qui est en selfie. Mais voilà, je vais pouvoir prendre une à 20 photos et à la fin, je vais pouvoir enregistrer tout ça. Tac, test, webinar, SmartProv, innovation. OK. Je vais faire la même chose, je vais pouvoir ajouter un champ de description et j'enregistre mon dépôt. Voilà, le dépôt est sauvegardé et c'est transmis à une étude de commissaire de justice, ex-officier de justice. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, il y a un ancrage sur la blockchain qui est en cours. Vous l'avez compris, quand j'ai pris mes photos, elles sont collectées par l'intermédiaire de la web app. À aucun moment, je pourrais télécharger un fichier que j'aurais trafiqué, que j'aurais falsifié auparavant. Et donc après, c'est transmis à une étude d'huissier. L'huissier vient regarder les différents éléments et va remettre une attestation de dépôt. Je vais prendre un exemple concret, par exemple, voilà, ici, tac, injures sur les réseaux. Bon, il y a eu des injures sur les réseaux. Je vais retrouver l'historique de mon dépôt et je vais surtout pouvoir récupérer mon attestation de dépôt avec la SARL commissaire de l'Ouest à Rennes, qui a effectivement ici reçu mon dépôt, qui atteste qu'il a bien reçu mes différents éléments. Voilà, donc ça, c'est sur le principe. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'avocat, vous allez pouvoir vous créer un compte SmartProv Avocat, et ce compte SmartProv Avocat va vous permettre, dans mon réseau, ici, d'ajouter potentiellement soit des collaborateurs, soit des clients. Donc, par exemple, vous avez un client qui a un besoin, vous allez pouvoir ajouter son nom, son prénom, son mail, lui attribuer un certain nombre de crédits et l'inviter à se connecter à SmartProv. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, vous allez voir tous les dépôts que va faire votre client et vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses que je vais vous expliquer juste après. Est-ce que déjà c'est clair? Je vous présente ça. Là, c'est important de refaire cette courte démo parce que elle introduit vraiment la suite sur ce qu'on peut faire avec un outil comme SmartProv. Pourquoi? Attendez, juste j'ai perdu le. Je vais vous repartager mon écran. Hop. Hop, juste un instant, j'ai fermé une mauvaise fenêtre dans laquelle j'avais ma presse. Hop, voilà, voilà. Donc ça, effectivement, c'était important de revenir sur ce point-là de démo pour vous permettre de comprendre comment ça marche et comment, en tant qu'avocat, vous pouvez activer des fonctionnalités qui vont être utiles. Donc je vous repartage cette fois mon bon écran, voilà, conférence SmartProv, et hop là. On va aller sur les différents éléments. Donc, dans l'épisode 2, à partir de cette démo de SmartProv, on comprend en fait que l'outil, ou que des outils comme SmartProv, parce qu'on n'est pas les seuls, il y a différents cas d'usage, c'est tous des cas d'usage qui vont être différents, mais un outil comme SmartProv va permettre finalement, quand on se met dans la peau de vos clients, de leur offrir un service qui va répondre à un moment difficile qu'ils vont rencontrer. Ce moment difficile, c'est soit quand on est face à une difficulté et qu'on est avec des émotions qui vont être relativement fortes, on vient d'avoir un sinistre, on vient de se prendre la tête avec son voisin pour la 25e fois, on est victime d'un cyberharcèlement ou d'un revenge porn, bref, tout ce qui peut se passer sur le web, finalement, on se retrouve dans un moment qui est extrêmement tendu. On a des émotions qui sont très très fortes. Et vous, en tant qu'avocat, quand vous recevez des clients dans ce contexte-là, ils sont avant tout là pour être écoutés et pour avoir des moyens d'action. Ils ont envie d'être pris en charge et qu'on leur offre des moyens d'action. SmartProv va être un moyen de leur offrir ces moyens-là. Ou au contraire, parfois, ils sont dans l'ignorance complète. En fait, ils sont dans une situation à risque et ils se rendent compte trop tard de l'intérêt qu'ils auraient eu à collecter une preuve. Et donc, du coup, voilà, on a ces différents cas-là. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a vu dans l'épisode 2. Et après, on va rentrer sur la partie d'innovation, où en fait, on a un outil comme SmartProv va permettre de répondre et de transformer une frustration avec des émotions fortes d'un de vos clients en moyen d'action. Et vous n'avez pas besoin de lui faire un cours de droit, finalement, vous lui donnez un moyen pour agir tout de suite. Donc ça peut le rassurer, ça peut lui donner finalement un service concret qui va lui permettre d'agir sur le terrain, qui va lui permettre de reprendre confiance également. Ensuite, vous allez pouvoir faire directement pour eux. Bon, ça, c'est surtout vrai pour les problématiques de cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir collecter pour le compte de vos clients des éléments probants que vous allez pouvoir joindre à un dossier et qui vont permettre d'alimenter les différentes procédures, actions que vous allez pouvoir mettre. Et puis, vous avez le dernier cas, c'est je délègue la collecte de preuves, où en fait, l'avocat finalement devient risk manager de son client sans avoir l'occasion d'en reparler sur les offres innovantes. Tout l'enjeu derrière, c'est de fournir un service client qui va être
intéressant et qui va répondre à une problématique du client. Mais l'idée qui est derrière, c'est de renforcer tous les dossiers que vous allez avoir au sein de votre cabinet, d'être plus fort au moment d'une négociation ou du règlement amiable d'un différend et le cas échéant, d'avoir un dossier béton pour mieux défendre devant un magistrat la situation et ou le préjudice qu'aura rencontré votre client. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Plus concrètement, aujourd'hui, on va se demander comment on construit des modèles nouveaux, comment on arrive à penser des offres de services nouvelles autour de ces nouveaux outils. Donc, on a compris que ça pouvait être un plus en relation client. Si c'est un plus en relation client, c'est qu'il y a une valeur perçue qui existe. Comment on peut exploiter à fond cette valeur perçue pour monétiser, créer, construire des nouveaux services ou des nouvelles astuces autour de tout ça. J'espère que c'est clair jusqu'à présent. Maintenant, la demi-heure qui vient, on va vraiment travailler sur cette partie-là. Je compte sur vos interactions parce que, surtout quand on parle d'innovation, le but, c'est qu'il y ait un maximum de retours, que vous nous partagiez peut-être des cas d'usage que vous rencontrez, des idées que vous pourriez avoir en live et je vais y répondre. Je vais vous dire si c'est déjà utilisé comme ça déjà chez SmartProv et voilà, je vais vous répondre du tac au tac sur différentes idées qu'on pourrait avoir. D'abord, juste un petit truc à bien comprendre, à bien avoir en tête. Aujourd'hui, finalement, quand on cartographie un petit peu les risques que pourrait rencontrer un client, un justiciable, finalement, on a des situations qui vont être très prévisibles, des situations qui vont être très inattendues. Et puis, vous allez avoir des situations qui vont être sans enjeu ou à très faible enjeu, et des situations qui, au contraire, vont être à très fort enjeu. Tout l'enjeu de classer un petit peu tout l'objectif de classer un petit peu les preuves à ce niveau-là, c'est de se dire à quel moment je peux intervenir en tant qu'avocat, pour quel type d'offre, à quel moment je vais devoir être plutôt low cost, parce que on est sur des enjeux qui sont faibles, ou au contraire, à quel moment je vais pouvoir vraiment fournir un service premium plus plus. Évidemment, aujourd'hui, on va avoir recours en matière de preuve plutôt au constat d'huissier, dès lors que c'est prévisible. Pourquoi? Alors, il faut que ça soit relativement prévisible parce qu'il faut que l'huissier se déplace sur site pour dresser un constat d'huissier ou de commissaire de justice. Évidemment, je sais que ça s'appelle commissaire de justice maintenant, je continue à dire huissier parce que dans l'inconscient, on percute plus sur l'huissier que sur commissaire de justice. Mais voilà, donc aujourd'hui, le constat d'huissier est intéressant dans des situations qui vont être relativement prévisibles et dans lesquelles il y aura un enjeu qui va être assez fort puisqu'on a un coût qui n'est pas neutre. Donc, il faut mesurer l'intérêt économique du recours à l'huissier de justice. Pour toutes les autres situations aujourd'hui, finalement, on n'a pas forcément recours à l'huissier. Et finalement, on crée un petit peu toute la difficulté que vous devez rencontrer dans vos dossiers contentieux, c'est comment le client va pouvoir me fournir des preuves solides qui vont me permettre d'appuyer cette demande. Et pas toujours évident. Voilà, donc je les ai regroupés un petit peu. Bon, il y a des tas de cas d'usage. Évidemment, il y en a beaucoup plus que ça. J'en cite quelques-uns. Évidemment, pour le constat d'huissier, c'est tout ce qui va toucher à l'affichage légal, à une malfaçon, à l'abandon de chantier, au constat de grève. Je ne l'ai pas mis ici, mais quand la grève a été prévue, c'est des choses qui peuvent s'anticiper, etc., etc. Donc, il y a plein de situations dans lesquelles le constat d'huissier est parfaitement adapté parce qu'on a 2-3 jours pour faire le constat ou on peut l'anticiper parce qu'on le prévoit à l'avance. Inversement, parfois on a des dégradations mineures qui peuvent intervenir, l'enjeu est relativement faible, on ne va pas forcément recourir à un huissier. Les situations de harcèlement en ligne, alors le constat d'huissier peut être fait, il peut être complètement pertinent. Par contre, il y a des tas de situations où le propre d'être en ligne, c'est qu'on peut effacer un contenu très rapidement. Donc parfois le temps d'aller faire un constat en ligne, le temps est passé et ça devient un peu plus compliqué. Donc il faut aussi être capable d'attraper des preuves très très rapidement, de constituer des preuves très rapidement parce que ça peut être éphémère. La personne qui harcèle peut revenir sur ses propos, peut supprimer un tweet, un post et ainsi de suite. Il y a le dégât des eaux, l'accrochage. Là, on est complètement dans une situation inattendue mais qui peut être à fort enjeu. Il y a toutes les... Je suis désolé, mon tour tourne tout seul. Voilà. Il peut y avoir des erreurs de livraison de colis avec des enjeux plus ou moins forts. Les nuisances de voisinage. Alors, le propre des nuisances de voisinage, c'est que une nuisance, souvent, c'est à un moment T, le voisin est garé devant mon portail, je ne peux pas sortir. C'est une situation qui revient fréquemment, mais je ne peux pas savoir si dans 1 heure, il sera encore là. Tant que l'huissier se déplace, j'aurai besoin de me collecter un certain nombre de preuves assez rapidement fiables, etc., etc. Donc, du coup, vous, en tant qu'avocat, vous allez pouvoir potentiellement aider vos clients dans toutes les situations, dans toutes ces situations-là, d'une part, mais pouvoir lui proposer des réponses en plus du constat d'huissier dans des situations dans lesquelles aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir une prescription pertinente pour votre client. SmartProv, et je redis un mot là-dessus, je vous ai montré le niveau 2. Le niveau 2, c'est le niveau le plus courant qu'on utilise. On va permettre à son client, on va recommander à son client de se créer un compte pour collecter un certain nombre d'éléments, recevoir une attestation d'huissier qui aura une force dissuasive dans le dispositif. Maintenant,
Euh, on a également, pour l'anecdote, SmartPreuve a son capital plus de 60 commissaires de justice qui sont actionnaires, qui font partie, qui ont constitué tout un réseau qui sont capables d'intervenir France entière. On a aussi un réseau de commissaires de justice capable d'intervenir France entière pour réaliser des constats dans un process avec un certain nombre de standards, un niveau de réactivité et ainsi de suite. Donc je vous le dis aussi parce que parfois, quand vous avez un client à l'autre bout de la France, c'est compliqué d'avoir le bon huissier au bon moment. Donc SmartPreuve peut vous aider dans cette démarche. Voilà. Puis après, pour les grands comptes, ou pour peut-être que ça peut intéresser aussi des cabinets d'avocats, notamment pour les cabinets qui brassent des très très gros volumes de dossiers, on est capable d'intégrer notre solution en marque blanche pour faire vraiment partie intégrante d'une expérience client plus globale. Alors, 3 grands axes que j'aimerais développer avec vous sur ces nouveaux modèles. Le premier modèle, c'est de se dire qu'un outil comme SmartPreuve peut vous aider à vendre des services additionnels et potentiellement de nouveaux services. Alors, je vais prendre plusieurs exemples. Par exemple, alors, c'est tout ce qui va être des nuisances qui sont répétées et qui sont relativement ou potentiellement assez éphémères. Alors, c'est les cas du harcèlement en ligne, c'est les problématiques de conflit de voisinage, ça peut être des problématiques de stationnement. Bref, des nuisances en tout genre, mais qui vont se répéter dans le temps. L'idée ici, c'est de dire à son client, vous avez 2 scénarios, soit vous dites, OK, essayez de prendre des photos, d'obtenir des témoignages, mais vous savez très bien que ça va être des preuves qui vont potentiellement être discutables. On va être sur du parole contre parole, ça va être dur de négocier quoi que ce soit ou de stopper la nuisance. Vous pouvez vous dire aussi, on va dire à nos clients de faire un constat d'huissier. Mais parfois l'intérêt économique de la situation ne justifie pas, le caractère éphémère rend le constat très difficile, c'est ce que je vous disais en amont. Donc là, vous pouvez aussi leur dire, je vous ouvre un accès sur SmartPreuve, vous allez, je vais vous mettre 10 crédits ou 2 crédits, et ces crédits vont vous permettre de collecter des débuts de preuve, et moi, je vais pouvoir, en tant qu'avocat, récupérer l'attestation et former un courrier pour demander à ce que la nuisance s'arrête, pour sommer la personne de stopper la nuisance pour le cas échéant. Et donc ça, c'est un service que vous allez pouvoir vendre. C'est-à-dire que vous allez payer les crédits pour votre client, 8 €, et vous allez pouvoir ensuite potentiellement vendre un service autour. C'est-à-dire que vous allez avoir une lecture de la preuve, un travail d'analyse, de conseil et un acte qui va être un courrier. J'ai mis ici un titre indicatif, c'est 90 €. Ça pourrait être beaucoup plus suivant les cas. Bref, ça vous mettez le clip de votre honoraire de toute façon, donc vous mettez le prix que vous voulez. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, vous pouvez créer un premier service que vous ne vendez pas forcément aujourd'hui, qui peut être difficile à vendre parce que les éléments de preuve peuvent être plus facilement discutables, et vous allez pouvoir vendre un service dont la valeur perçue, grâce à un outil comme SmartPreuve, va être plus importante. Donc ça, c'est particulièrement utile pour renforcer le caractère dissuasif et obtenir pour votre client que la nuisance s'arrête. Alors, je réponds à une question de Luc Pasquier. Combien coûte le crédit? Le crédit coûte 8,25 € si vous l'achetez à l'unité. C'est dégressif. Si vous achetez un pack de 100, par exemple, vous arrivez à 7 € pour le dépôt. Donc, c'est dégressif. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un crédit, vous allez pouvoir prendre 1 à 20 photos dans un moment T. Donc, vous allez pouvoir prendre une situation dans son ensemble avec des éléments de contexte. Et vraiment, on invite systématiquement quand on prend la preuve, à avoir un maximum d'éléments de contexte, ça va crédibiliser le propos et ce que veut démontrer votre client ou le justiciable. Et ou vous pouvez également faire une vidéo qui va durer jusqu'à 30 secondes. Une vidéo qui peut être une vidéo de votre environnement avec votre téléphone portable, mais ça peut être aussi une impression d'écran. Pour l'impression d'écran, il faut le faire depuis un ordinateur. Donc voilà, donc, nuisance répétée, paf, vous allez pouvoir donner à votre client un compte, récupérer ses preuves, faire un courrier circonstancié pour faire en sorte que la nuisance s'arrête. Et ça, c'est un service que vous allez vendre, un service nouveau. Ensuite, évidemment, suivant ce qui se passe, vous allez pouvoir mener des négociations. Ça, c'est ce que j'appelle de l'upsell, c'est-à-dire que vous êtes libre de vos honoraires, mais vous allez pouvoir vendre un service complémentaire parce qu'il va y avoir une médiation, parce que vous allez pouvoir intervenir en tant que professionnel pour discuter avec la partie adverse et essayer de trouver une solution à l'amiable. Et puis, évidemment, alors, si vous êtes un avocat et vous cherchez à tout prix le contentieux parce que votre modèle économique est là-dessus, un outil comme SmartPreuve aujourd'hui va plutôt avoir tendance à limiter le contentieux parce que vous arrivez avec une preuve solide et donc potentiellement vous allez être plus crédible et vous allez pouvoir verrouiller ou être en position de force pour aller négocier ensuite quelque chose avec une partie adverse qui serait de mauvaise foi. Elle peut plus être de mauvaise foi, on casse la dimension parole contre parole et donc du coup elle a plutôt intérêt à aller négocier. Et donc, du coup, effectivement, SmartPreuve a plutôt tendance à faire diminuer les taux contentieux. Par contre, vous allez pouvoir vendre d'autres types de services autour de ça. Et puis, même, quand ça part quand même en contentieux, évidemment, vous avez un dossier qui va être plus solide avec des éléments probants qui vont être très difficilement contestables par une partie adverse.
Évidemment, là, vous êtes aussi libre de vos honoraires, ça dépend du type de procédure, ainsi de suite. Donc voilà, ce premier cas que je voulais voir avec vous, c'est vraiment voilà, ce cas où vous allez pouvoir déléguer à vos clients la collecte de preuves, lui fournir un service de collecte de preuves. Il est sur le terrain, il en peut plus, il est désespéré. Son voisin gare systématiquement sa voiture devant son portail, il ne peut pas sortir sa poussette, il en a ras-le-bol. Ça fait 25 fois qu'il le dit à son voisin qui ne veut pas l'entendre, il se dit qu'il a besoin de passer à la vitesse supérieure. Vous, en tant qu'avocat, vous allez pouvoir vendre un premier service à 150 € par exemple, et vous allez avoir 2 crédits achetés avec SmartPreuve. Le client va démontrer le stationnement gênant sur 2 ou 3 fois et vous allez pouvoir faire un courrier et avoir un premier niveau. C'est exactement ce que font les avocats, par exemple, en matière de recouvrement d'honoraires, où au début, on a 1 ou 2 courriers d'avocats qui vont inviter la personne à payer, à faire le nécessaire, et puis le cas échéant, on va passer avec les huissiers pour obtenir un titre et puis un recouvrement amiable puis judiciaire. Donc ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a un caractère dissuasif ici avec ce type de preuves collectées. Le deuxième axe d'innovation sur lequel vous pouvez travailler, c'est d'utiliser un outil comme SmartPreuve pour obtenir des leads qualifiés. Je m'explique. Et là, pareil, il y a pléthore de situations. Aujourd'hui, vous avez un client qui vous appelle et qui veut un premier rendez-vous. La plupart du temps, vous allez accepter le premier rendez-vous. Beaucoup ne le font pas forcément de façon payante et vous ne savez pas forcément si ça va être qualifié ou pas. Donc parfois, vous allez perdre votre temps. En fait, là, l'idée, c'est que dans un certain nombre de cas, parfois, il va mieux falloir donner un crédit au client pour qu'il fasse, enfin, au prospect, pardon, pour qu'il fasse un dépôt, et ça va vous permettre de comprendre la situation, d'être meilleur sur le premier rendez-vous que vous allez faire, mais surtout de savoir s'il y a un enjeu important ou pas et si pour vous c'est un dossier qui est pertinent ou pas. Donc du coup, plutôt que de passer une demi-heure ou 20 minutes en rendez-vous, premier rendez-vous, en première prise de contact, à vous dire est-ce que je perds mon temps ou pas, potentiellement vous pouvez tout de suite fournir un service qui va vous permettre d'être meilleur sur l'étape suivante et de qualifier votre lead et surtout d'estimer s'il y a un enjeu fort ou pas avant d'aller sur les étapes suivantes. Donc certes, ça vous coûte 8 €, mais c'est un investissement qui vous permet de qualifier un lead pour la suite. Donc ça, potentiellement, ça peut être intéressant. Alors, je vois une question, effectivement, très bonne question. Est-ce qu'il est possible de choisir le commissaire de justice qui validerait l'épreuve? Alors, il y avait cette question. Oui, c'est ça. Il me semblait qu'il y en avait une autre, mais non. Du coup, oui. Alors, si vous avez l'habitude de travailler avec une étude d'huissier de commissaire de justice, et si cette étude est inscrite sur SmartPreuve, vous allez pouvoir automatiquement attribuer tous les dépôts à cette étude. C'est-à-dire que vous allez, et on a un certain nombre d'huissiers de notre réseau qui travaille de cette manière-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'huissier, quand donc l'huissier valide des dépôts, donc lui, il dit juste j'atteste avoir reçu tel et tel fichier. Point. Cet acte n'est pas, d'ailleurs, c'est pas un acte authentique, c'est pas voilà, c'est le document qui va remettre, c'est du déclaratif, d'accord. Ça ne vaut pas de constat d'huissier. Évidemment, pour 8,25 €, vous ne pouvez pas avoir un constat d'huissier. Pourquoi? Parce qu'en fait, le constat d'huissier, l'huissier doit aller sur place, doit dresser un PV et doit l'enregistrer aux minutes. Il a aussi des contraintes de son côté. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir juste, OK, j'ai reçu tel fichier et je déclare les avoir reçus. C'est tout. Donc voilà, donc ça, c'est important. Donc ça n'a pas la force probante d'un constat. Par contre, ça a ce caractère dissuasif qui est intéressant pour permettre justement d'obtenir gain de cause et de faire bouger les lignes. Donc voilà, donc ça c'est évaluation. Et donc l'idée ici, c'est un investissement pour vous, puisque finalement, vous avez des demandes entrantes. Pour qualifier ces demandes-là et vous assurer qu'elles sont pertinentes avant d'organiser un rendez-vous, vous allez demander à la personne de prouver la situation dans laquelle elle se trouve afin d'estimer si vous avez une valeur ajoutée en tant qu'avocat sur le dossier et la façon dont vous pouvez l'aider. Et avant de le conseiller, de faire signer une convention d'honoraires. Donc ça peut être une étape préalable. L'intérêt de donner des crédits comme ça, donc évidemment, rendez-vous qualifié, premier intérêt. Deuxième intérêt, ça va être plus pour quand vous avez un collectif de personnes qui sont victimes d'un fait, et ça rejoint la question des actions conjointes. Potentiellement, vous allez pouvoir dire aux victimes: «Démontrez-moi que vous faites partie de l'action», enfin, que vous êtes vous aussi victime potentiellement de telle ou telle action. Et donc là, vous allez proposer à un ensemble de victimes, par le biais d'une association ou d'un collectif, que chacun individuellement montre qu'effectivement il se trouve dans cette situation-là, et ça va vous permettre de valider une première étape pour constituer ensuite un dossier.
Donc voilà, alors, comment pourra-t-on prouver devant un magistrat qui ne connaît pas SmartPreuve que la photo n'a, par exemple, pas pu être modifiée? Alors ça va être nos caractéristiques. On vous fournit avec l'attestation un certain nombre d'éléments. On a aussi tout notre fonctionnement qui est expliqué dans nos règles d'utilisation. Donc voilà, là-dessus, nous, on garantit, et on est en train de passer des certifications en ce sens, justement, on garantit que le fichier ne peut pas être importé en dehors de SmartPreuve. Donc, on garantit que le fichier est pris par l'intermédiaire de notre application. Dès qu'il est pris par l'intermédiaire de notre application, on est capable de garantir le redatage de façon certaine, avec l'ancrage blockchain en plus, et on est capable de garantir de façon quasi certaine la géolocalisation. Sachant que sur la géolocalisation, il existe en matière de géolocalisation les erreurs qu'on connaît tous. Je pense que vous êtes tous déjà géolocalisés dans la rue, et 2 fois sur 100, vous allez être géolocalisé à 50 mètres d'écart parce que la triangulation se passe mal, et ainsi de suite. Donc on a sur la géoloc, on est sur quelque chose de très probable, mais on n'a pas une certitude à 100%. Par contre, dans les étapes de collecte, on fait en sorte que l'utilisateur puisse bien vérifier la géolocalisation, il peut réactualiser s'il le veut. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un travail à faire. Les magistrats sont en train d'être sensibilisés sur toutes ces questions de blockchain, de preuves numériques. On est en train de mener aussi des travaux via l'association Open Law, justement dans lequel on réunit des magistrats, on discute avec la chancellerie, on discute avec la DINUM, on discute avec tous les acteurs de la place pour justement définir les bonnes pratiques, montrer qu'on respecte ces bonnes pratiques, et on sensibilise toutes les personnes qui sont susceptibles de recevoir ce type de preuve. Aujourd'hui, quand un magistrat reçoit une simple photo, d'ailleurs, il y a pléthore d'arrêts sur la question qui les rejette. La plupart du temps, un magistrat peut écarter cette preuve en un claquement de doigts, tout simplement parce qu'il n'y a pas de preuve de l'eurodatage. Bon, là, aujourd'hui, l'eurodatage, il est certain avec la blockchain via SmartPreuve, et on apporte cette preuve-là. Donc, vous allez avoir des caractéristiques quand même et des éléments probants que vous allez pouvoir fournir au magistrat. Sur le volet blockchain, le magistrat peut faire lui-même la comparaison par l'intermédiaire de SmartPreuve, c'est-à-dire que s'il a un fichier, vous pouvez lui fournir un lien par lequel il va pouvoir vérifier que le fichier que vous lui apportez est bien conforme au fichier qui aura été ancré sur la blockchain tel jour, telle heure. Ça, c'est relativement simple, et n'importe quel magistrat peut faire cette vérification-là. Voilà, c'était l'objet du premier webinaire, Sophie Laurence, donc je suis désolé, je passe assez vite. Mais voilà. Alors, si on prend la photo litigieuse depuis l'application d'une photo déjà modifiée, comment prouver qu'elle est finalement authentique et quelle est la force probatoire de l'eurodatage? Bon, effectivement, c'est une très bonne question, c'est la question de la photo de photo. C'est pour ça également, alors là-dessus, deux choses. Si vous faites une photo unique de votre situation, potentiellement, elle va être plus discutable que si vous avez pris 5 ou 6 photos d'un élément de contexte. Premier point. Parce que vous allez pouvoir démontrer, ça va être beaucoup plus difficile de faire 6 photos de photos et d'avoir anticipé ce point-là qu'autrement. Donc, premier point déjà, quand vous collectez une preuve, essayez de prendre cette preuve sous plein d'angles différents. Ça va lui donner déjà beaucoup plus de crédit. Premier point. Deuxième point, et c'est les directions dans lesquelles on est en train d'avancer. Alors, on est en train de réfléchir techniquement. Aujourd'hui, on collecte des métadonnées et on est en train de collecter de plus en plus de métadonnées autour de la prise de photo, et donc on va avoir de plus en plus d'éléments de contexte, notamment certains qui vont nous permettre justement de détecter la fameuse photo de photo. Donc ça, on est en train de travailler sur ces aspects-là. Et en fait, il y aura des systèmes de warning parce que vous pouvez tout à fait aussi vouloir prendre une photo d'un affichage. Et parce que vous voulez démontrer que dans votre entreprise, vous avez bien respecté tel ou tel affichage obligatoire. Donc ça va être normal de prendre une photo d'un document, par exemple, ou d'une photo. Donc voilà. Et ensuite, encore une fois, l'objectif, si vous prenez depuis la Grèce, vous prenez une photo du Mont Saint-Michel pour dire que vous étiez au Mont Saint-Michel, j'imagine qu'une partie adverse pourra également assez facilement prouver que vous avez tort. Et encore une fois, on n'est pas sur un acte authentique, on n'est pas sur un constat d'huissier, donc la preuve que vous apportez, si vous êtes de bonne foi, va être quasiment impossible à contester. Par contre, si vous êtes de mauvaise foi, logiquement, une partie adverse va pouvoir la contester. Donc si vous trichez, une partie adverse pourra facilement la contester. Si vous n'avez pas triché, ça va être quasiment impossible pour une partie adverse de montrer que vous avez tort. Donc voilà, c'est des questions qui sont extrêmement intéressantes. Je ne sais pas si vous êtes avocat, Arnaud, ou si vous êtes tech. Je ne vais pas rentrer dans des considérations plus tech parce qu'on avait, on a fait, le premier webinaire était là-dessus. Vous pouvez soit regarder le replay, soit vous pouvez me contacter si ça vous intéresse. Je pourrais vous donner plus d'éléments. Voilà, et donc le dernier point, c'est que en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, vous allez pouvoir proposer
Vous allez par exemple être un cabinet spécialisé sur les désordres liés aux abandons de chantier, causés par les abandons de chantier. On a des procédures types qui vont toutes se ressembler. Potentiellement, vous allez pouvoir automatiser et créer des process semi-automatisés derrière pour traiter des actions et aller chercher du volume. Par exemple, sur les abandons de chantier, vous allez créer une offre de service dédiée dans lequel vous allez intégrer des outils qui vont permettre de collecter des débits de preuves solides avec SmartPreuve, par exemple, et vous allez pouvoir générer des courriers automatiques, mettre votre client dans un tunnel pour l'inciter à prendre 3 dépôts au moment où le chantier est abandonné, à 15 jours et puis à 1 mois pour vraiment démontrer la continuité de la nuisance, par exemple, puis générer des courriers qui vont bien et des procédures qui vont bien de façon automatisée. L'avantage, c'est que vous êtes sur un contentieux très précis et vous allez aller de façon massive sur ce contentieux-là avec un objectif qui va être d'avoir des centaines de dossiers là-dessus. Donc, c'est une manière de travailler. En tant qu'avocat, il y en a plein qui veulent travailler de façon artisanale et il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez essayer de créer une scalabilité sur certaines offres clés, un outil comme SmartPreuve peut vous aider à créer ce genre de choses. Dernier point, c'est le modèle récurrent. Et donc là, on va être par exemple sur un service. Donc vous allez proposer à un de vos clients de déployer SmartPreuve auprès de tous leurs chefs de chantier, si c'est une entreprise du bâtiment. Si c'est un réseau de copro gestionnaires de biens, vous allez proposer à tous les gestionnaires de biens d'utiliser SmartPreuve. L'avantage, c'est que vous allez avoir en direct une overview de tous les risques de l'entreprise. Vous allez pouvoir regarder toutes les situations à risque qui sont prises en photo chaque semaine ou chaque jour, et vous allez pouvoir fournir un conseil, une évaluation des différentes procédures qui pourraient être menées, des moments où là, il y a un risque sérieux, il faut faire un constat d'huissier, etc., etc. Donc, potentiellement, vous pouvez avoir un rôle de conseil et d'évaluation. Moi, c'est ce que j'appelle un petit peu l'avocat risk manager pour son client. C'est-à-dire que potentiellement, vous allez pouvoir déceler des risques et permettre au client qui n'avait pas forcément conscience, vous savez, je vous mettrai dans la tête de votre client, qui n'a pas forcément conscience que là, il y a un risque plus, vous allez pouvoir lui faire prendre conscience de ce risque-là et l'évaluer et mener, le cas échéant, les différentes actions qui pourraient être menées. L'avantage, c'est que là, vous avez un vrai service de suivi des risques de l'entreprise, et ça, vous pouvez le vendre sous forme d'abonnement. C'est-à-dire que le client, vous allez donner 25 dépôts, par exemple, par mois à votre client, mais parce que vous allez y passer 2 heures semaine, vous allez pouvoir vendre un forfait qui va faire partie d'un tout et qui va aider l'entreprise à limiter son risque juridique et surtout mener par anticipation toutes les procédures ou tous les litiges qui s'imposeraient en amont. Donc voilà, donc ça, tous les cas que je vous ai cités là, on a déjà des avocats ou des huissiers qui l'utilisent de cette façon-là. Après, suivant votre activité, il y a plein d'autres situations possibles sur lesquelles on peut travailler. N'hésitez pas à me parler d'une situation ou 2 situations que vous rencontriez et je pourrais vous dire effectivement si on a déjà rencontré, pas rencontré, etc. Alors, gros silence. Dernière question. J'ai pas beaucoup parlé de ça, mais par exemple, en droit de la famille, dans des situations de divorce dans lesquelles on est susceptible d'avoir du harcèlement, d'avoir des difficultés d'entente entre les ex-époux, c'est pareil, c'est le genre de service qui peut être particulièrement utile, plutôt que de faire des impressions d'écran SMS que le juge va imprimer et qui peuvent être trafiquées clairement en 2-2. Là, vous allez pouvoir apporter un élément de preuve un petit peu plus solide avec une vidéo de l'échange SMS, avec le numéro qui aura été pris derrière, et ainsi de suite. Donc, c'est des éléments aussi qui sont assez utilisés en matière de droit de la famille ou en matière de droit du travail. En fait, les problématiques sont assez les mêmes sur les problématiques d'échange entre salariés et employeurs. Évidemment, alors je ne l'ai pas redit, j'avais bien dit dans le... Ah, j'avais posé la question droit de la famille. Voilà, Anastasia, j'ai répondu en partie à votre question. Évidemment, à chaque fois, il y a la question de la loyauté de la preuve qui doit être respectée. Évidemment, si votre client enfreint une propriété privée, se connecte à des comptes auxquels il ne devrait pas avoir accès, et ainsi de suite, donc vous avez la loyauté de la preuve peut être mise en cause au même titre que... c'est le droit général de la preuve qui va s'appliquer, quoi. Combien de temps sont gardées les photos par l'huissier si on fait de la prévention? Alors,
Les photos sont gardées par SmartProv. L'huissier est libre de les garder ou pas, d'accord? Donc là-dessus, il n'a pas d'obligation. En revanche, les photos, elles sont gardées chez nous. Et elles sont gardées pour une durée d'1 an par défaut. Potentiellement, on peut les garder plus longtemps. Ça peut être des options à souscrire. Mais voilà, ce qu'on invite de toute façon à faire, en fait, ce qu'il faut bien comprendre avec SmartProv, c'est vous faites votre dépôt. Ce qui est essentiel, c'est de télécharger votre attestation, de la stocker sur un espace sécurisé de votre côté aussi. C'est de télécharger le fichier zip qui va comprendre votre vidéo et les différentes photos que vous avez prises. Pourquoi c'est très important? Parce que c'est ce fichier zip qui va vous permettre, si par exemple vous rentrez en cadre d'un contentieux et que vous devez démontrer que les fichiers que vous avez en votre possession sont bien identiques à ceux que vous aviez collectés tel jour, telle heure par rapport à SmartProv, c'est ce fichier zip-là que vous allez remettre dans la blockchain. Et donc, du coup, c'est important de bien garder ce fichier zip aussi au-delà d'un an. Si c'est besoin, vous le téléchargez, vous le gardez au-delà d'un an. Et le dernier point, c'est de bien garder le certificat blockchain, parce que c'est sur ce certificat-là que vous avez le hash qui vous permet de vérifier que le document en votre possession est bien conforme au fichier que vous avez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous avais dit qu'on tiendrait le 12h45, on va le tenir. Moi, ce que je voulais vous dire, pour conclure, si y a d'autres questions, je les prendrai après, hein. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on accompagne en pilote des avocats qui ont des idées, qui sont en train de développer des offres de services dans lesquelles la preuve va être essentielle. On le fait aussi avec des experts, hein. Mais aujourd'hui, vous êtes essentiellement des avocats. Et en fait, on réfléchit avec vous au meilleur process, à la meilleure façon dont vous pourriez utiliser SmartProv pour renforcer ce que vous voulez créer ou le service que vous voulez fournir à vos clients. Donc là-dessus, voilà, n'hésitez pas à nous contacter en mode j'ai une idée et on va vous recommander. Alors, on va vous aider à construire cette idée-là, à voir comment vous pourriez utiliser SmartProv et ainsi de suite. Alors, deux questions supplémentaires. Donc là, je vais d'abord répondre à la question de Luc. Comment envoyer un crédit à un client? En fait, il y a deux manières de faire. Vous créez un espace avocat sur SmartProv et vous allez inviter un client à pouvoir réaliser des dépôts. Et en fait, au moment où vous faites l'invitation du client, vous allez pouvoir lui ajouter des crédits. Au préalable, ça veut dire que via votre espace avocat, vous devez avoir acheté des crédits. Par exemple, vous achetez 50 crédits et vous allez donner 5 crédits par client que vous allez ajouter. Vous allez ajouter 10 clients. Quand un client n'a plus de crédit, vous avez une alerte, il a aussi une alerte et vous choisissez de lui redonner des crédits ou pas. Encore une fois, comme c'est vous qui payez les crédits, c'est vous qui décidez de la façon dont vous gérez ces choses-là. L'autre point, l'autre chose, c'est de vous dire, bon, moi j'ai envie d'utiliser SmartProv, j'ai envie de parler de SmartProv à mes clients, je vais leur recommander de se créer un compte, d'acheter leur dépôt et de faire le job. Et moi, j'ai pas envie de m'embêter avec ça en tant qu'avocat. C'est tout à fait possible aussi. Donc voilà, SmartProv permet-il des constats sur Internet? Alors, non, SmartProv ne permet pas de faire des constats sur Internet. Encore une fois, on ne se substitue pas au métier de l'huissier, on travaille avec l'huissier. Donc, avec SmartProv, vous allez pouvoir faire des captures de vidéos d'écran depuis votre ordinateur sur Internet. On est sur de la vidéo capture écran, donc de la vidéocast. Là-dessus, ça dure 30 secondes. Donc, vous pouvez enregistrer 30 secondes de votre écran. À vous de bien montrer les éléments de contexte, sur quelle URL vous êtes. Donc, il faut ouvrir le navigateur, aller sur l'URL, montrer éventuellement un commentaire injurieux ou ce que vous avez envie de démontrer, et éventuellement qui en est à l'origine. Ça, c'est des choses qu'il faut bien démontrer. Il y a un process à suivre. On n'a pas, si vous voulez faire un constat sur Internet, ce qui est évidemment le must quand vous avez du harcèlement très fort, que vous êtes capable de suivre dans le temps et que la personne n'efface pas. Dans ce cas-là, vous allez chez un huissier de justice, vous prenez rendez-vous avec un huissier de justice, ça vous pouvez le faire par l'intermédiaire de SmartProv, et vous allez devoir vous rendre chez l'huissier, et l'huissier va faire à ce moment-là le constat Internet. Et ça aura la force probante d'un constat d'huissier. Ça, c'est important. Donc SmartProv va vous permettre de collecter un début de preuve sur une nuisance ou une nuisance qui se répète, et vous allez pouvoir le faire à un instant T dès que vous êtes victime, si la personne a tendance à supprimer ensuite ses commentaires. Voilà, le mieux évidemment, c'est si le commentaire persiste, d'aller chez l'huissier, faire un constat en bonne et due forme. Encore une fois, et ça c'est hyper important dans notre ADN, le service, on l'a co-construit avec une cinquantaine d'huissiers qui sont actionnaires. Il y a aussi une dizaine d'avocats qui sont aussi actionnaires de SmartProv. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne veut pas se substituer aux professionnels, on veut lui permettre d'accéder à un marché auquel il n'a pas encore accès et fournir aux justiciables un service plus dans lequel il y a un professionnel. Et donc ça, c'est hyper important. On n'a pas envie
que le droit se fasse sans le professionnel du droit, que ce soit l'avocat ou le commissaire de justice. C'est vraiment ancré dans notre ADN de SmartPreuve. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, si c'est fini, je vous invite, enfin, je vous souhaite un bon appétit, une très bonne après-midi et vraiment n'hésitez pas, vous m'écrivez, je suis disponible, vous m'écrivez sur LinkedIn, je répondrai toujours à vos questions. On peut vous accompagner dans des démarches, soit volumétriques, soit un petit peu originales. On est en train d'accompagner plusieurs avocats, dans ces démarches-là. Donc vraiment n'hésitez pas à nous contacter et on prendra, tout le temps qu'il faut pour vous conseiller, vous aider, à utiliser à 200 nos outils. Je vous souhaite une très bonne après-midi et une très bonne journée. Au revoir.